Madame, Monsieur, bonsoir. Un programme d'urgence pour la région de l'Est. L'une des recommandations issues de la rencontre élus locaux et chefs du Parlement. Il y était aussi question de maillage efficace du territoire et célérité dans la mise en œuvre de la loi de proclamation militaire. Vous aurez les détails en ouverture de journal. Le secteur douanier qui ressent de plein fouet les conséquences du Covid-19. La baisse des activités y est plus que sensible. À Ouissa, localité frontalière avec le Ghana, le flux de véhicules poids lourds traités est passé de 800 à 600 avec logiquement une baisse des recettes. Nous nous y rendrons dans une poignée de minutes. Nous ferons également une virée dans le Numbiel. La localité approvisionne l'ensemble du pays en Niam. 50% de la production nationale, un tubercule fort prisé, 26 000 tonnes produites et chaque année, mais une filière en proie à d'énormes difficultés. Nous irons à la rencontre des producteurs dans cette édition. Président sortant cinquantenaire, il s'apprêtait à quitter le pouvoir après 15 années à la tête du pays. Son décès par arrêt cardiaque est annoncé par le gouvernement burundais. Pierre Nkurunziza devait achever son mandat en août prochain. Il tire sa révérence après avoir désigné son dauphin et successeur le 20 mai dernier. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. C'est à Kosiam que nous ouvrons cette édition. Le président du Faso a reçu en audience ce mardi l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Le diplomate en mission, avec le diplomate en fin de mission, il a surtout été question de relations bilatérales entre les deux pays et de renforcement de la coopération dans plusieurs domaines. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Je n'étais que 2 ans au Burkina Faso, mais c'était un temps intensif, pas seulement à cause de la situation au Burkina Faso, la situation sécuritaire, humanitaire, le Covid maintenant, mais parce qu'on a vraiment renforcé les liens, l'amitié avec le Burkina Faso et l'Allemagne est devenu, je crois, un partenaire avec plusieurs volets et comme signe, j'aimerais mentionner la visite de la chancelière. Il y a 1 an, c'était, je crois, la première fois qu'un chancelier allemand était ici. Et on va continuer cette coopération dans tous les domaines. Et je dis aussi au président, par exemple, même dans le domaine culturel, on a décidé d'établir un vrai institut Goethe ici. On a décidé de construire une nouvelle ambassade en plus. Le Sahel est devenu définitivement, inclus Burkina Faso, une priorité de notre politique, de la politique internationale, mais l'Allemagne, comme l'Europe, comme on dit maintenant Team Europe, nous resterons des partenaires, des amis de Burkina Faso. Moi-même, je reste dans la région. Je vais continuer ma mission à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'était un grand plaisir d'être en mission. Et avant de poursuivre ce communiqué de la direction de la communication des relations publiques des armées, dans la nuit du 8 au 9 juin 2020, le détachement militaire de Kelbo, province du Soum, a été attaqué par un groupe d'individus lourdement armés. La riposte des éléments du détachement, combinée à l'appui de l'armée de l'air, a permis de repousser l'attaque. Le bilan fait état de 7 terroristes neutralisés. Un véhicule, des motos et une importante quantité d'armes et de munitions ont également été saisis. Côté ami, on déplore un militaire tué et 5 autres blessés. Le chef d'état-major général des armées s'incline devant la mémoire du soldat disparu et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite le détachement pour sa ténacité et l'armée de l'air pour sa prompte intervention. Et nous poursuivons ce journal. 2 jours de travaux, une rencontre à la clé avec le président de l'Assemblée nationale et des recommandations fortes adoptées. C'est ce que l'on retient des échanges autour de la problématique sécuritaire dans l'Est du pays. En sus des conclusions retenues, le Parlement a remis 50 tonnes de vivres aux déplacés internes. Les développements avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Hassanou.
Après 2 jours de travaux et d'échanges autour des problèmes sécuritaires de la région de l'Est, le constat n'est pas reluisant. Concernant l'enrôlement sur les listes électorales de la CENI, par exemple, seulement 2 des 5 provinces de la région de l'Est ont pu effectuer cette opération. On note également le départ de l'administration dans beaucoup de localités. Et c'est un président de l'Assemblée, visiblement touché par cette situation, qui lance un appel d'union à tous les Burkinabés. Le Burkina Faso n'est pas attaqué de dehors. Le Burkina Faso est attaqué de l'intérieur. Et par qui? Par nos frères, par nos sœurs, par nos mères, par nos parents, par nos enfants. Et je dis ici, dans ceux qui se sont égarés, je voudrais parler de terrorisme, vous avez des Mossi, vous avez des Gourmatchés, vous avez des Peuls, vous avez des Bois, ainsi de suite. Donc ce sont nos propres enfants, nos propres frères. Et si chacun avait le courage, et si chacun essayait d'être honnête et mettre l'hypocrisie de côté pour parler à son entourage, pour parler à sa communauté, pour dire, écoutez, le chemin que nous prenons là n'est pas le bon. La voie que nous empruntons n'est pas la bonne voie. Laissez tomber, ce n'est pas par le terrorisme que nous pouvons régler les problèmes de notre société. Après diagnostic, des recommandations ont été formulées et feront l'objet de discussions à l'Assemblée. Entre autres, la nécessité d'avoir un programme d'urgence pour la région de l'Est, un maillage efficace du territoire, ainsi que la mise en œuvre rapide de la loi de programmation militaire. L'Assemblée a également décidé d'offrir 50 tonnes de vivres composées de 20 tonnes de maïs, 20 tonnes de riz et 10 tonnes de petits milles au profit des personnes déplacées internes. Une coopération qui se porte bien, c'est celle entre le Burkina et la France. Un bon état matérialisé par plusieurs actions, dont une remise de matériel à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers burkinabais. Du matériel d'intervention et de protection estimé à 500 millions de francs. Les détails avec Issa Kafando et Caroline Ouaré. 909 vestes de ce type viennent en appui au matériel de la capacité d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Du matériel spécialisé comprenant 900 paires de gants, 1048 pantalons et 2 tableaux dits interactifs classés au compte de matériel pédagogique, le tout d'une valeur estimée à 500 millions de francs CFA. Ce matériel-là est un matériel tout à fait neuf, ça c'est d'abord. Deuxièmement, si vous regardez ces vestes et ces pantalons, c'est des matériaux spécifiques dans le cadre de la lutte contre donc, le feu, donc les incendies. Vous verrez bien que c'est du tissu donc, qui ne se consume pas facilement. Vous verrez donc que les gants sont d'une qualité avec donc en cuir et également du matériel spécial. Et vous avez vu que le tableau blanc est très important. Nous en avons 2. Chaque tableau coûte environ plus de 700 000 francs CFA. Donc, et ça va permettre donc chaque jour donc, aux unités donc, de faire donc, des rencontres pédagogiques afin de renforcer la capacité opérationnelle des agents. L'ambassade de France au Burkina donne au compte du Conseil départemental de l'Essonne et du ministère en charge de la coopération française. Le Burkina Faso et la France ont une vieille tradition de coopération, certes bilatérale, mais aussi une vieille tradition de coopération décentralisée. C'est-à-dire que les collectivités locales françaises s'intéressent depuis très longtemps. Moi, j'étais très frappé avant même de venir ici, de voir le nombre de contacts que j'ai eus avec des collectivités ou des représentants de collectivités, d'ONG, etc. en France, qui vraiment ont, je peux dire, un amour pour le Burkina Faso et qui souhaitent continuer cette coopération. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ce don de matériel au nom du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, c'est l'illustration de cet attachement de nombreuses collectivités françaises à la coopération avec le Burkina Faso. Séance tenante à la séquence de remise symbolique, les sapeurs-pompiers gratifient leurs invités de quelques démonstrations d'intervention, des gestes pour lesquels la bonne qualité des vêtements et autres matériels d'intervention sont indispensables. Nous restons dans l'Est à Fada pour parler de cette galère que vivent au quotidien les usagers de la route. Surcharge, transport mixte, insalubrité des gares, raquettes et tracasseries
Et pour renforcer la coopération entre partenaires privés et agents publics des forces de sécurité, une formation est initiée. Elle devrait être un plus en matière de libre circulation des personnes et des biens. Presley Kemtore et Rasmata Ouedraogo. Les raquettes et tracasseries routières, en plus de ternir l'image de nos institutions, contribuent à saper les efforts consentis pour la sécurité des personnes et des biens, regret du commandant du groupement départemental de la gendarmerie de Fadan-Gourma. Pour rectifier les tirs, la coordination nationale de contrôle des forces de police veut à travers cet atelier susciter une prise de conscience pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic. La cupidité des hommes sur le terrain a fait que les choses changent timidement. Donc c'est suite à ce constat qu'on a trouvé qu'on pouvait contribuer à faire changer les choses. Les principales causes des raquettes et tracasseries routières, les actions de lutte contre les phénomènes ainsi que les attitudes recommandées aux usagers et agents de sécurité, autant de sujets débattus entre partenaires du transport routier. Quand les gens font des raquettes et des tracasseries, c'est pour dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est en faute. Celui qui négocie pour passer sans être contrôlé, c'est pourquoi il négocie. Peut-être qu'il a des objets dangereux, mais celui qui laisse passer aussi ignore que cet individu-là peut être mal intentionné. Un atelier qui se tient sous le thème « Contribution des partenaires du transport routier à la fluidité du trafic et à la prévention de l'insécurité dans un contexte marqué par le terrorisme ». 24 octobre 2019, une date qui a bouleversé leur vie à tout jamais, les rendant orphelins après le passage de groupes armés à Arbinda. Depuis lors, ces enfants trouvent réconfort à l'hôtel maternel grâce à l'action du gouvernement. En phase de stabilisation, ils ont reçu pour la première fois la visite de parents initialement restés à Arbinda. Le témoignage émouvant de Kwala Nebié et ses cousins. Moment de retrouvailles entre ces enfants devenus orphelins de mère depuis le 24 décembre 2019 à la suite d'attaques terroristes et leurs pères restés à Arbinda. 6 mois après leur intégration dans ce centre dénommé hôtel maternel dédié aux enfants en difficulté de tout genre, ces pensionnaires se portent bien et cela constitue un réconfort pour la délégation venue de Arbinda. Une délégation composée de 7 membres apportant ici une enveloppe pour soutenir le centre dans ses efforts de protection des enfants en difficulté. Nous avons vu les enfants et nous sommes fiers parce qu'ils sont très bien entretenus. Ce n'était pas évident s'ils étaient restés avec nous à Arbinda. Nous remercions sincèrement les autorités pour tous ces soins qu'ils apportent à nos enfants. Présents sur ce site depuis le 31 décembre, ces enfants sont en état de stabilisation selon le ministre en charge de l'action humanitaire. Un résultat obtenu grâce aux efforts des services sociaux et de la solidarité agissante de toute la nation burkinabé. Je crois qu'il faut se souvenir de ces femmes qui sont tombées, avoir une pensée pour ces familles, mais également saluer et véritablement féliciter toute l'équipe ici qui a permis durant ces 6 mois-là à ces enfants d'entamer une reconstruction de leur être. Et aujourd'hui qu'on a pu stabiliser leur situation, l'hôtel a permis que les parents puissent venir rendre cette visite-là. L'hôtel maternel de Ouagadougou accueille de nos jours 74 pensionnaires, dont les 19 orphelins de Arbinda. Et ce projet des Nations Unies qui veut contribuer au renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre populations hautes et personnes déplacées des communes de Kaya et Barsalgo. Il est dénommé Appui à la mobilisation des jeunes acteurs de la cohésion et est mis en œuvre grâce à l'OIM et le HCR. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Un projet pour consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les populations hautes et les personnes déplacées dans les communes de Kaya et de Barsalgo. L'initiative est de l'Organisation mondiale des migrations OIM et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Les deux partenaires veulent conjuguer leurs efforts pour renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables.
Il s'agira de former ces jeunes, de former ces jeunes issus des communautés hautes, des communautés déplacées, qui ensemble pourront sensibiliser, qui seront des ambassadeurs de la paix. Et en même temps, il s'agira de créer des incubateurs. Ces jeunes seront formés en entrepreneuriat et mettront en œuvre des projets, des micro-entreprises qui seront bénéfiques aux communautés dans lesquelles ils vivent. Les autorités régionales saluent les efforts des partenaires techniques et financiers. Elle s'engage à accompagner l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de ces projets pour l'atteinte des objectifs. La gestion de ces personnes déplacées a les problèmes de terre et même leur intégration au niveau des communautés. Et je pense que souvent il y a des petites difficultés et ce projet doit venir accompagner l'ensemble des acteurs pour un mieux vivre ensemble harmonieux au niveau des autochtones et des déplacés internes. Et je voudrais vraiment saluer le lancement de ce projet. Le projet appuie à la mobilisation des jeunes acteurs de la cohésion sociale, concerne 2 régions de Burkina Faso, le Centre-Nord et le Sahel. Le lancement de 10 projets est prévu pour le 11 juin prochain dans la région du Sahel. Je vous le disais en titre, les activités douanières subissent une méforme du fait du coronavirus. Depuis le mois d'avril dernier, l'impact se ressent au bureau des douanes de Ouessa. La baisse des activités y est sensible avec un nombre de camions traités en deçà de la norme habituelle. Conséquence logique, la chute des recettes. Nous voyons cela avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Des gros porteurs chargés de marchandises à l'arrêt. Un important flux de camions remorques en mode va-et-vient. Nous sommes au parking de la caserne du bureau des douanes de Ouessa à la frontière avec le Ghana. Dans ce bureau frontière, communément appelé bureau principal de 2e catégorie, c'est un jour ordinaire et l'activité de mise en consommation et de transit bat son plein. Nous avons environ une quarantaine de camions par jour en transit. Et pourtant, il y a quelques semaines, tout était presque à l'arrêt. En ce lieu, Covid-19 oblige. C'est en avril 2020 que nous avons ressenti réellement un ralentissement. Voilà. Mais on a constaté une reprise dès le mois de mai. Durant tout le mois d'avril, nous avons eu à traiter 600 camions, voilà, en transit, pour des destinations intérieures comme pour des destinations au-delà du pays, le Mali et autres. Voilà. Alors que d'habitude, nous avons 700 à 800 camions en moyenne par mois. Mais comment expliquer cette baisse sensible des activités douanières alors que le fret était autorisé? Comme vous savez, nous dépendons beaucoup des pays voisins et des pays côtiers. Et généralement, nos opérateurs sont amenés à aller commander au niveau des pays voisins. Alors, s'ils n'arrivent plus à le faire, moi je peux dire que c'est ce qui explique un peu la baisse du volume de nos activités. Le bureau des douanes de Ouessa en chiffres, année Covid-19, ce sont plus de 3000 camions déjà traités en transit pour une soixantaine de millions de francs CFA par mois de recettes, soit plus de 300 millions de francs CFA de recettes. L'impact pour l'instant est perceptible. Parc automobile restreint, vétusté des bâtiments, bureaux exigus, cohabitation parfois difficile avec les populations dans la lutte contre la fraude. La reprise normale des activités douanières ne changera en rien aux difficultés que rencontre la trentaine d'agents dans la mobilisation des recettes au profit du budget de l'État. Aujourd'hui, le bureau ne répond plus à nos besoins actuels parce que l'effectif a augmenté. Loin d'être donc un havre de paix, ici au bureau des douanes de Ouessa, l'on est plutôt inquiet face à l'insécurité grandissante un peu partout au Burkina. Maîtriser la production des semences à travers l'utilisation des nouvelles technologies, un objectif qui guide la formation initiée par le secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale. Elle se tient à Dédougou du 8 au 13 juin et mobilise les points focaux venus de 3 provinces, Netizoum, Bationo et Karima Ouetraogo. À travers la stratégie du faire-faire, le secrétariat permanent de la protection sociale renforce les capacités de ces hommes et femmes de l'association YEI.
L'objectif étant d'assurer la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique des personnes vulnérables. Pour y arriver, ces participants désignés comme personnes relais reçoivent des formations sur des thématiques de la protection sociale ici à Dédougou. Cette formation va se dérouler en deux grandes étapes. D'abord une première étape consacrée vraiment à la protection sociale. D'abord le concept de protection sociale et l'importance de la protection sociale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous allons aussi présenter la politique nationale de protection sociale ainsi que ses outils de mise en œuvre. Et aussi, comme deuxième étape, une petite initiation au TIC. Pour les responsables de l'association YEI, un plan de vulgarisation des modules est déjà établi. Ces points focaux seront les relais au niveau de chaque commune, parce que nous avons 8 communes dans la province du Sourou et également 8 communes dans la province du Nayala. Donc nous avons des scoops. Ce sont donc les présidents des scoops qui sont les points focaux de l'association YEI qui vont faire dans le relais du contenu de cette formation à la base. La formation se tient en 2 sessions de 3 jours chacune. Elle est dispensée en langue nationale, dioula et moré. 26 000 tonnes d'igname produites dans le Numbiel, une activité rentable pour un tubercule très prisé par la population. Toutefois, la filière rencontre d'énormes difficultés que nous avons choisi de mettre en lumière avec Kassoum, Tony et Lambert Assoma. Dans 3 à 4 mois, sortiront de ces buts des tubercules d'igname. Installés à Sina-Perdouo, commune de Midebdo, nos Baréennes exploitent 4 hectares d'igname. Dans cette partie du Burkina, la production de ce tubercule est l'une des principales activités. Je produis l'igname depuis 15 ans. J'ai 3 variétés dans mon champ. Bona, Pahinté américain. J'ai débuté ma production en août dernier. À ma dernière récolte, j'ai eu 3000 tubercules d'américains, 200 tubercules de Bona et 300 tubercules de Pahinté. Riche d'une expérience de plus de 20 ans dans la production de l'igname, cet autre producteur est devenu un spécialiste en la matière. Contrairement à son prédécesseur, Sie Grégoada a une partie de son champ de 4 hectares dédiée à la production sémencière d'igname. Quand je produis la semence, j'ai plus de tubercules en vente. Voilà, c'est ce qui fait que je produis la semence moi-même. La pluie est tombée vite, mais si ça continue comme ça, je peux faire sortir plus de 10 000 tubercules, plus de 10 000 tubercules. La production de l'igname est une activité génératrice de revenus. Il y a certaines campagnes, si la pluviométrie est bien, si le sol est bien arrosé, en tout cas ça augmente nos gains. Voilà, ça vaut en tout cas, quel qu'en soit comment, bon, peut-être tu peux t'en sortir soit une brique, soit bon, peut-être 2. Voilà, donc ça dépend. Voilà, puisque ce n'est pas un truc fixé où tu peux dire que je gagne à chaque année tant de. Donc c'est dépend. Les communes de Midebdo, Bousoukula et Péré sont les plus grandes productrices d'igname dans la province du Numbiel. Dans la province du Numbiel, 4967 hectares ont été emblavés pour la production de l'igname. Cette superficie-là représente 65% des superficies totales emblavées d'igname pour le Burkina Faso. En termes de production, autour de 25 760 tonnes ont été produites, ce qui représente environ 51% de la production totale nationale d'igname. Ces chiffres sont en deçà par rapport au potentiel existant. La raison, le non-respect des itinéraires techniques de production. Les normes, c'est 10 000 bits à l'hectare, avec écartement 1 mètre entre les bits. Mais sur le terrain, souvent, il y a des producteurs, tu peux trouver que même il y a le cas plus de 2 mètres par bit. Le manque de semences certifiées, une main-d'œuvre insuffisante sont autant de difficultés qui entravent le développement de la filière igname. Cette production a besoin de beaucoup d'eau pour que la plante puisse répondre mieux. Lorsqu'il y a des poches de sécheresse, ça joue sur les plantes. Les acheteurs de l'igname fixent les prix. Voilà, ce qui ne nous arrange pas dans cette production. C'est nous qui devons les fixer, mais le fait qu'on n'a pas organisé, c'est des difficultés effectivement, voilà, puisque ça joue sur nous.
Les ignames de la province du Numbiel se retrouvent sur les marchés de Gawa, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Une meilleure structuration de la filière devrait permettre aux producteurs d'engranger plus de gains. Hors de chez nous, la nouvelle a surpris plus d'un au Burundi. Le président sortant Nkurunziza est décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Après 15 années à la tête d'un pays dirigé d'une main de fer, il avait prévu de se retirer en août prochain. C'est la dernière image publique de Pierre Nkurunziza, une prière. Cette scène peut résumer tout son règne, 15 ans de mélange de foi surexaltée et de répression. Jusqu'au bout, Pierre Nkurunziza n'aura reculé devant rien pour imposer son pouvoir dans ce petit pays des Grands Lacs. Ni les sanctions internationales, ni les coups d'État, ni son isolement ne l'ont arrêté. Sa dernière victoire, imposer Évariste Ndayishimiye et se proclamer guide éternel du pays par la volonté divine. Cet appel divin, à l'en croire, il l'aurait reçu en 1995. Ce professeur de sport Hutu rejoint alors les rebelles des FDD dans la guerre civile qui les oppose à l'armée dominée par les Tutsis. Grièvement blessé, Pierre Nkurunziza lutte contre la mort pendant plusieurs mois. Dieu m'a sauvé, affirme-t-il, et il lui assure qu'un jour il dirigera le Burundi. Et en effet, en 2005, Pierre Nkurunziza est élu à la tête du pays. Maintenant, on doit mettre en avant la paix, la sécurité pour tous et mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Il sera réélu en 2010, puis en 2015 pour un troisième mandat contesté au point de plonger le pays au bord de la guerre civile. Ses défenseurs mettent en avant son bilan de bâtisseur. Durant ses mandats, près de 5000 écoles sont construites, 10 stades omnisports aussi. Ses détracteurs dénoncent la pauvreté galopante qui ronge le pays, l'un des plus pauvres du monde. Un pays miné aussi par la corruption des cercles proches du pouvoir, sans parler de la répression violente. Nkurunziza est accusé d'harceler ses opposants, la société civile, la presse. Plusieurs de ses membres ont été jetés en prison de manière abusive. La police est soupçonnée d'exécutions extrajudiciaires et le pouvoir d'armer des milices de jeunes, les Imbonerakure, chargés d'intimider les opposants. Pierre Nkurunziza, 55 ans, laisse le Burundi dans un cycle de violence et un pays isolé. Après avoir tenu le pays en coupe réglée pendant 15 ans, sa disparition pourrait marquer une nouvelle ère pour le Burundi. Aux États-Unis, les obsèques de George Floyd, mort à la suite de son arrestation par un policier à Minneapolis, ont eu lieu ce mardi. La cérémonie a été organisée dans une église du sud-ouest de la ville de Houston. Plusieurs figures de mouvements de droits civiques y ont pris la parole. Le point levé, des proches, des anciens camarades de George Floyd sont venus saluer la mémoire de l'enfant du pays. Dans son ancien lycée, des larmes et des slogans pour dire que la vie des Noirs compte. Un hommage à l'Afro-Américain de 46 ans qui s'est poursuivi jusqu'à la tombée de la nuit. Il était sympathique, gentil, très protecteur envers sa famille et envers sa communauté. Vous savez, quelqu'un d'inoffensif, un bon gars. Il va me manquer. Repose en paix, George Floyd. Son héritage et ce qu'il représente ne mourront jamais. Quelques heures plus tôt, 6000 anonymes se sont réunis devant cette église pour se recueillir devant la dépouille de l'agent de sécurité. Il est temps de mettre fin à l'oppression des personnes noires. Ce moment est arrivé, c'est aujourd'hui. Aux côtés des frères de George Floyd, l'avocat de la famille. Pour lui, un point de non-retour a été atteint. Soit l'Amérique détruit le racisme, soit le racisme détruira l'Amérique. Au nom de George Floyd. Dans la banlieue pauvre de Houston, où George Floyd a grandi, sa famille a reçu la visite de Joe Biden. À quelques mois de la présidentielle de 2020, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama est venu leur montrer son soutien. À ses côtés sur cette image, Gianna, 6 ans, la fille de celui qui est devenu malgré lui un symbole des violences policières. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec l'émission Dialogue citoyen présentée par Simon Gongo. Simon, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir à tous.
Alors, ce soir, vous serez avec le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il sera question, Simon? Oui, Ruth, avec le professeur Stanislas Ouaro, nous allons parler des engagements du président du FASO dans le domaine de l'éducation. Il sera donc question de 3 points essentiels. L'actualité oblige, nous allons parler des questions d'eau, d'assainissement et d'hygiène en milieu scolaire. Nous parlerons aussi de l'accès à l'éducation et enfin nous allons aborder la question des infrastructures et aussi du capital humain que le président Kaboré s'était engagé à renforcer en 2015. Alors Simon Gongo, c'est une émission qui est également ouverte aux téléspectateurs. Comment cela va-t-il se passer? Alors, tout cela va se passer en plateau ici, entre invités qui échangeront directement avec le ministre, mais aussi des appels téléphoniques et des questions des internautes sur la plateforme hashtag presimètre.bf/dialogue citoyen. Les téléspectateurs peuvent nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à cette émission qui va démarrer juste après votre journal. Ce sera sous le coup de 21h. Merci Simon, ne zappez surtout pas, restez sur la RTB. Moi je vous retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.